Bonjour Brune Poirson, bienvenue. Bonjour à vous, merci beaucoup de votre invitation. Vous êtes donc la directrice du développement durable, membre du COMEX du groupe Accor. Question de contexte, tiens, on va démarrer par là pour commencer. Les vacances commencent. Est-ce que cet été 2022, est-ce qu'on peut dire que c'est celui de la sortie de crise pour l'industrie du tourisme ? En tout cas, ce qu'on voit, c'est quand même depuis plusieurs semaines, et ça se confirme quand on regarde les chiffres et les prévisions de réservation pour les semaines et les mois à venir. Globalement, c'est extrêmement positif. On sent que partout où c'est possible, donc là, quand je dis partout, je dis dans l'ensemble du monde, partout où on est présent, on a vraiment le vent dans les voiles, sauf dans certaines régions, bien évidemment, comme par exemple la Chine, où là, c'est beaucoup plus difficile en raison des restrictions liées au Covid. Mais vraiment, on sent, et surtout en Europe, un élan vraiment très positif et de reprise. Et les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de partir en voyage, ils ont envie de continuer à voyager. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même moins de séjours à l'étranger, c'est-à-dire des vacances françaises pour les Français ou des vacances espagnoles pour les Espagnols? Est-ce que vous ressentez ça? Au sein de l'Europe, il y a quand même, les gens continuent quand même à garder leurs habitudes, à se déplacer, mais effectivement, on voit quand même une tendance à plus de déplacements, disons, au niveau domestique, au niveau d'un pays, notamment parce que en fait, les gens ont un peu changé leurs habitudes, comme vous aviez l'air de le suggérer, avec des vols long courrier, bien sûr, qui sont, enfin, en tout cas, des frontières qui sont fermées, et puis une conscience environnementale quand même qui va croissante. Alors, on va développer ensemble les engagements et les actions du groupe Accor en matière de réduction carbone. Je vais juste donner quelques chiffres pour commencer. Le parc hôtelier au 31 décembre 2021, donc 110 pays, 5300 hôtels, je l'ai dit dans les titres, et ça représente 778 000 chambres. C'est précis. Et ça va croissant puisqu'on ouvre un hôtel par jour. Oui, on y reviendra d'ailleurs sur les choix qu'il faut faire quand on continue de se développer. Ce chiffre-là, ça donne une idée des enjeux. C'est-à-dire que quand on est aussi implanté, forcément, on a beaucoup d'impact. Et quand on décide de réduire son impact, ça peut être efficace. C'est quoi les objectifs? Tiens, on va commencer par là. Nous, on s'est fixé comme objectif, même si c'est très difficile de parler de ça à l'échelle d'une entreprise, mais on s'est fixé comme objectif d'être neutre en carbone d'ici 2050. Alors, évidemment, neutre en carbone à l'échelle d'une entreprise, c'est quand même une assertion qui peut être, c'est vrai, compliquée. On dit que ça s'évalue au niveau d'un État ou même d'un continent. Donc, c'est pour ça que je le précise, mais néanmoins, voilà le cap. On veut drastiquement réduire nos émissions de CO2, mais bien évidemment, les directes comme les indirectes. Donc, celles qui sont aussi liées, par exemple, à tous nos achats, etc. Donc, en plus, on a une perspective et on a une ambition qui est large et qui est très, très volontariste. Alors, donc ça, c'est le cap. Les leviers. Quels sont les premiers leviers que vous avez activés? Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, la première phase est la plus simple, et puis ensuite, on rentre dans le modèle économique, etc. C'est vrai, effectivement. Au début, il s'agit surtout de mesures d'efficacité énergétique qui sont relativement faciles à prendre. Par exemple, mieux gérer l'occupation des chambres, etc., pour essayer de faire en sorte, pour vous donner un exemple très concret, que ce soit des chambres sur un même étage qui soient utilisées de façon à ce que il y ait soit le même niveau, entre guillemets, bref, des synergies en matière de chauffage ou en tout cas de climatisation. Donc ça, c'est vraiment les choses les plus faciles. Mais néanmoins, nous, ce qu'on veut et ce qu'on est en train de faire, c'est véritablement de rentrer dans le dur. C'est-à-dire de se poser et de se poser d'abord des questions sur, faut-il systématiquement construire de nouveaux bâtiments? Deuxièmement, comment est-ce qu'on transforme comment est-ce qu'on rénove le parc existant? Et puis évidemment, troisièmement, quelles sont les nouvelles technologies qu'on doit aller chercher, mettre en place dans nos hôtels pour en réduire la consommation? Oui, vous parlez d'hôtels écologiques intelligents. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire justement faire appel à deux choses, à la fois le bon sens pour réduire les émissions de CO2, et je vous parlais des chambres qui peuvent être utilisées au même étage, mais ça peut être aussi, par exemple, vérifier, mettre en place des processus plus liés au bon sens, de vérifier, par exemple, la ventilation est systématiquement éteinte dans les cuisines, etc. Mais il y a des mesures beaucoup plus structurantes, et qui sont souvent liées aux nouvelles technologies aussi, soit à l'installation de capteurs, mais aussi l'installation de meilleurs outils de mesure, bien plus précis, bien plus rigoureux, pour qu'on puisse avoir un suivi
presque en direct de nos émissions de CO2 et de notre consommation énergétique pour pouvoir la réduire et avoir quelque part une utilisation beaucoup plus fine. Vous voyez déjà les premiers résultats, année après année, si on peut faire un premier bilan? Je vais bien sûr. On a déjà, le groupe Accor s'est pas réveillé il y a 6 mois. Il y a 6 mois, donc bien sûr, il y a déjà des mesures qui ont été prises et qui ont permis de réduire les émissions de CO2. Mais il est certain que là, on est en train, en tout cas, de poser les bases pour pouvoir accélérer considérablement. Et quand je dis poser les bases, ça veut dire aussi bien former l'ensemble de nos salariés, directs et indirects, mais aussi ensuite faire appel à, comme je disais, mettre en place de nouveaux outils de mesure qui soient bien plus précis, et puis ensuite travailler avec des partenaires pour pouvoir trouver les meilleures technologies. Donc ça demande encore beaucoup de travail, évidemment, et puis il y a tout l'aspect aussi émissions indirectes, donc travailler de façon étroite, comme je disais, avec nos partenaires, nos fournisseurs, pour mettre aussi des objectifs de réduction carbone. Parce que le modèle du groupe Accor, vous n'êtes pas propriétaire des hôtels, c'est ça? Donc ça veut dire qu'il faut... Comment ça se passe? Si vous rénovez un bâtiment, il faut convaincre le propriétaire, exactement. Il faut co-investir. Comment ça se passe Généralement, enfin, dans la plupart des cas, on convainc, on doit effectivement travailler main dans la main avec le propriétaire d'hôtel pour, si on veut, et c'est tout l'enjeu, Accor en tant qu'entreprise, en tant que gros groupe mondial, s'est fixé des objectifs très ambitieux, et maintenant il faut qu'on aille chercher chaque propriétaire, j'ai envie de dire, pour faire ces évolutions. Il y en a qui sont très moteurs, qui veulent aller le plus vite possible, et puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Il ne faut pas oublier non plus que le secteur de l'hôtellerie sort d'une crise majeure, historique pour elle, avec des capacités d'investissement qui sont peut-être plus réduites que ce qu'ils pouvaient être avant le Covid. Un autre exemple très concret, les plastiques à usage unique. On en a tous utilisé des centaines, des milliers dans les hôtels où on a pu aller. C'est presque fini, vous en êtes où? Là, on en est, d'ici la fin de l'année, il n'y en aura plus dans nos hôtels. Donc c'est presque fini. C'est l'objectif. Absolument. En tout cas, tous ceux qui sont, que le client, le consommateur a l'habitude d'avoir entre les mains, tout cela, notre objectif, c'est vraiment de les supprimer. Donc c'est quand même majeur parce que, quand je dis que c'est majeur, c'est parce qu'au-delà du fait qu'il faut soit changer les mentalités en se disant, bah non, on n'a plus besoin de ça, on n'a même pas besoin de le remplacer, soit il faut trouver une alternative pour certains produits indispensables, soit aussi, il faut aller parfois contre les demandes de certains de nos clients qui, dans les hôtels, disent mais moi j'ai l'habitude d'avoir mon bonnet de douche en plastique ou ma petite bouteille de shampoing que je ramenais chez moi, etc. Et bien tout ça, en fait, c'est des habitudes. Il faut, et c'est ça qui est assez nouveau dans le monde de l'hôtellerie, où on a l'habitude de dire oui quand même beaucoup à ses clients. Et oui, il ne faut pas que le service client soit dégradé, ou en tout cas perçu comme tel. Exactement. Et donc, on fait en sorte qu'il ne le soit pas, bien évidemment, mais aussi il y a une dimension où on peut et on doit expliquer que ça fait partie de notre engagement, que de supprimer ça. Et de toute façon, à terme, les clients nous sont reconnaissants. Donc, vous faites de la pédagogie avec les clients. Exactement. Et vous l'avez dit, avec aussi les salariés, avec ce programme qui s'appelle School for Change. C'est quoi ? Tout à fait. School for Change, c'est un programme de formation massif, ou de masse, mais dans le sens positif du terme, pour l'ensemble des employés du groupe. On pense que, et surtout on le voit dans la société, on vit dans une société qui est de plus en plus clivée, de plus en plus divisée. Et donc si vous voulez faire des changements qui sont majeurs, des transformations aussi profondes que la transition écologique et sociale, alors il faut que tout le monde partage une même vision des choses. Et qu'un même mot veuille dire la même chose pour tout le monde, premièrement. Et deuxièmement, dans l'écologie, je trouve que ce qui freine parfois, c'est que souvent on a une approche morale. C'est bon, c'est bien, c'est mal. Oui, de culpabilisation, etc. Exactement. C'est vrai. Alors que, avant tout, l'écologie, le prémisse de tout ça, c'est la science. Ce sont les scientifiques qui nous disent voilà où nous en sommes, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, pardon, je vous interromps, mais c'est d'autant plus important ce que vous dites, c'est que les fake news écologiques, elles existent et elles sont souvent très partagées. On connaît l'effet pervers des réseaux sociaux sur les fake news, donc il faut aussi lutter contre ça. Absolument. J'imagine que vous avez des salariés de bonne foi qui arrivent en disant bah, attendez, votre truc, ça n'a pas de sens, regardez ce que j'ai lu. Quoi. On peut avoir des débats de cet ordre-là, et tout ça freine la mise en œuvre de la transition écologique. Et donc, on veut tous partager un langage commun, qui soit celui de la science, et c'est pour cette raison-là qu'on a mis en place, de façon massive, pour l'ensemble de nos employés, et ça fait partie de leur bonus, une formation obligatoire de 3 à 5 heures, plus s'ils veulent, mais déjà qu'ils doivent effectuer entre maintenant et la fin de l'année. Et ça, je pense que c'est assez novateur. Et c'est venu, je crois, de salariés un peu plus engagés que les autres qui ont voulu lancer ça ? Alors, ça, disons que
Il y a deux choses. D'abord, ça, c'est une volonté quand même très forte de notre PDG, évidemment, de moi-même. Et en parallèle, on a effectivement un collectif qu'on appelle CID, qui est un groupe de salariés au sein d'Accor, qui est particulièrement motivé sur les questions de transition écologique et qui nous met quelque part positivement, en tout cas moi c'est ça que je leur demande de faire, la pression au management pour qu'on aille à leurs dirigeants, pour qu'ils aillent encore plus loin, qu'ils prennent des mesures encore plus courageuses. Et ça, ils jouent un rôle clé. On va parler d'alimentation et de lutte contre le gaspillage maintenant. Vous êtes partenaire de Too Good To Go. Dans combien d'hôtels et avec quel impact? Est-ce que vous l'avez déjà mesuré, ça? Bien sûr. Alors, on est Too Good To Go. On a des partenariats avec Too Good To Go à peu près, en tout cas dans nos plus grandes régions, en Europe, aux États-Unis, et on veut absolument que ça se diffuse de façon un millier d'hôtels à peu près, encore plus large, à peu près, effectivement. Et on veut aller encore plus loin. C'est un partenariat qui fonctionne bien, qui a du sens aussi pour l'ensemble des collaborateurs et qui nous permet bien évidemment de faire en sorte de jeter bien moins de nourriture que ce qu'on faisait avant. Mais on veut aller encore un cran plus loin. Non seulement élargir le partenariat avec Too Good To Go, bien sûr, mais ce qu'on veut aussi, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire vraiment à la source. Le gaspillage alimentaire, ça correspond quand même, c'est quand même, si c'était un pays, ce serait le troisième pays en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un impact qui est majeur et c'est pour ça que nous, on veut, dès les cuisines, dès le début, dès la façon dont on pense les menus, dont on les cuisine, dont on les sert à nos clients, eh bien, on veut repenser nos façons de faire. On travaille déjà d'ailleurs, par exemple, avec certaines startups comme Wina ou Spirit, qui permettent, par exemple, de peser. C'est un outil qui permet de peser les assiettes et donc d'identifier ce que les consommateurs ou ce que les clients mangent et ce qu'ils laissent plutôt de côté, et donc comme ça d'affiner à chaque fois les quantités, mais aussi le type de nourriture qu'on fournit. Et est-ce que vous réussissez à travailler en circuit court? Quand on est un groupe comme Accor, j'imagine qu'on va quand même chercher des liens avec certains géants de l'agroalimentaire. C'est logique. Comment vous liez les objectifs de circuit court avec ces accords que vous pouvez passer avec des géants de l'agroalimentaire? En fait, tout l'objectif, c'est peu à peu... l'entreprise du XXe siècle, en tout cas la multinationale du XXe siècle, c'est une entreprise qui est extrêmement standardisée et qui a comme objectif de fournir quelque part les mêmes produits partout où qu'on soit dans le monde. D'ailleurs, c'est aussi ce que les clients voulaient. Et donc, qui passe des accords et donc, qui fait venir des produits de l'autre bout de la planète. Exactement. Okay. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de déconstruire ça pour aller chercher des produits beaucoup plus locaux. Et ça se fait main dans la main avec nos propriétaires. Il y a des endroits où c'est pas possible. C'est pas possible pour tous les produits. Mais en tout cas, on est en train de considérablement renforcer notre équipe achat pour pouvoir répondre à ces obligations, pas à ces obligations d'ailleurs, mais à notre volonté d'être beaucoup plus locaux et beaucoup plus... Et d'ailleurs, on le voit, il y a des exemples, je vais peut-être pas tous les citer là, mais on a certains hôtels, par exemple, qui ont révolutionné le petit déjeuner. Au lieu d'avoir des petites tomates rondes qui sont absolument les mêmes partout dans le monde, eh bien, à certaines personnes en général, qui n'ont aucun goût, qui sont soit pleines d'eau, soit de toute façon qui ont été congelés, etc. L'objectif, par exemple, là, il y en a qui ont franchi le pas et qui ont dit, nous, on n'en sert plus, mais on va servir, par exemple, des carottes ou des patates douces qui ont été, qui ont poussé en banlieue parisienne et qui nourrissent. Et là, on voit à quel point on commence à vraiment changer. Et évidemment, pour les clients, c'est parfois un peu désarçonnant, mais généralement, on est très soutenu et c'est ce qu'ils attendent. Puisqu'on parle d'anti-gaspi, vous avez porté, quand vous étiez secrétaire d'État à la transition écologique, la loi AGEC anti-gaspi pour une économie circulaire. C'est sans doute la loi que je cite le plus dans cette émission. Donc, je suis vraiment heureux de pouvoir en parler avec vous. Qu'est-ce que vous diriez si vous faites le bilan? Est-ce que c'est une loi finalement dont on n'a pas tant parlé et qui est en train de changer nos vies ou la vie des entreprises? Parce que moi, je vois des filières qui se sont créées parce que loi AGEC. Je pense que c'est une loi qui est une loi vraiment, entre guillemets, systémique, qui vise à vraiment toucher l'ensemble des secteurs de la société et à supprimer le gaspillage dans son essence. Par exemple, l'interdiction de destruction des produits neufs invendus. Il y en avait pour 630 millions d'euros par an, qui étaient carrément jetés à la poubelle. C'est une première mondiale. Et ça, je pense que ça change la façon de voir les modes de production, de voir aussi les modes de distribution et de consommation. Et il y a des
des entreprises qui se sont créées sur ce business-là. C'est ça qui est intéressant. Et de même qu'on a renforcé considérablement et transformé, et on est en train de le faire, en tout cas le gouvernement est en train de le faire, des filières pollueurs-payeurs, là aussi dans toute une série de secteurs, et notamment dans le secteur du bâtiment, qui est un des secteurs, on le sait, qui émet les plus grandes quantités de déchets. Et bien peu à peu, on veut forcer, l'objectif c'était de forcer ce secteur à devenir plutôt à penser un bâtiment en termes de banque de matériaux, pouvoir récupérer ces matériaux, les réutiliser, alors qu'aujourd'hui, vous le voyez très bien, c'est un peu la technique du marteau-piqueur, on arrive, on casse tout et on met tout au mieux, on enfouit ça. Alors c'est marrant, c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Et ce que je trouve intéressant, parce que vous êtes aujourd'hui au COMEX d'une grande entreprise, vous avez été au gouvernement, avant vous étiez déjà dans le monde économique. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut parfois, voire souvent, l'aiguillon ou le bâton du règlement et de la loi pour faire changer les entreprises. Comment vous l'expliquez, ça ? Est-ce que c'est parce que c'est des investissements trop lourds, parce qu'il y a une sorte de force de l'habitude qui fait qu'on ne change pas ce qu'on fait depuis des décennies? Comment vous l'expliquez? Le fait que les entreprises aient besoin d'avoir, je vais être un peu trivial, un coup de pied au... Moi, je crois vraiment, je suis tout à fait d'accord avec vous, je crois vraiment en la puissance de la régulation. Je pense que c'est indispensable et qu'il faut continuer considérablement à réguler. Mais je pense aussi que pour beaucoup d'entreprises, évidemment, pouvoir consommer des ressources naturelles sans limite, par définition, ça coûte beaucoup moins cher que quand on prend en compte leurs limitations. Et je crois que c'est surtout pour ça, et il y avait des structures de rentabilité qui étaient fondées sur l'exploitation infinie de ressources qui sont en réalité finies. Et donc prendre en compte cette contrainte-là, évidemment, ça a un impact qui est majeur, qui peut avoir un impact sur le cœur même du business model d'une entreprise. C'est très difficile pour un grand patron de se dire qu'il doit prendre en compte justement le fait que ses ressources soient finies et donc transformer son business model. Naturellement, il ne le fera pas de lui-même. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont aujourd'hui convaincus qu'il faut le faire et qu'ils le fassent, mais sans la pression de la régulation à amont, ça me paraît très difficile. Est-ce qu'elle a été difficile à imposer, cette loi? Extrêmement difficile. Personne n'en voulait. Aussi bien au sein du gouvernement, parce que beaucoup pensaient que de toute façon l'économie circulaire c'était quelque chose qui allait se faire de façon un petit peu organique et que les entreprises et les consommateurs savaient très bien comment faire. Et puis comme on a bouleversé l'ensemble du fonctionnement de beaucoup de secteurs, eh bien on a eu énormément d'opposition et j'ai eu, je dois le dire, contre moi, contre le travail qu'on a mené avec certains députés, des lobbies particulièrement violents qui ne voulaient pas changer les choses et qui sont remontés très haut pour le freiner. Ben voilà, le message est très clair. On va revenir aux engagements et aux actions du groupe Accor. Tiens, on va parler de la biodiversité avec Amundi, un acteur important de l'investissement durable. Vous soutenez la Fondation de la mer en adoptant l'Ocean Framework. C'est quoi ça ? En fait, d'abord, pour nous, et je suis ravie que vous nous demandiez vous parliez de biodiversité, très souvent, on oublie la biodiversité. Ouais. Quand on parle de réduction des émissions de CO2, on oublie tout le temps qu'il y a un moment, il faut quand même des puits de carbone, parce que quoi qu'on fasse, on continuera à émettre un petit peu de CO2. Et puis, par ailleurs, la nature nous rend des services, aussi bien culturels, mais même économiques, qui sont absolument vitaux. Et donc, il faut la préserver. Et en particulier, la question des océans. L'océan, c'est un des poumons de la Terre, ça nous nourrit et il est dramatiquement, en tout cas, il est extrêmement menacé aujourd'hui. Et chaque entreprise, quelle qu'elle soit, pas que parce que nous, on est une entreprise du tourisme, a un impact direct ou indirect sur les océans. Et l'objectif de ce travail avec Amundi, avec la Fondation de la mer, c'est de comprendre quelle est la nature de cet impact et de pouvoir ensuite le mesurer de façon à le réduire. Et donc, c'est un label, c'est un cadre qui permet de donner une méthodologie pour pouvoir ensuite concrètement agir sur les impacts. C'est une méthodologie qui est très large, qui touche vraiment, ça va des plastiques à la pollution Vous en êtes à quel stade de la Là, on est en train de cadrer le projet et la mise en œuvre. Donc, évidemment, il reste encore énormément de travail à faire. Je le disais en vous présentant, vous êtes membre du COMEX. Pourquoi c'est important? C'est la démonstration que le développement durable, la RSE, c'est stratégique, c'est transversal? Exactement. En fait, ça permet, être membre de COMEX permet d'avoir une discussion
sur un même pied d'égalité avec un patron de business unit, par exemple. Et ça permet en fait de faire passer les objectifs environnementaux et la performance extra-financière comme étant aussi importante que la performance financière. Ça permet de mettre ces deux objectifs, ces deux types de performance à égalité et d'avoir des discussions vraiment d'homme à homme ou de femme à femme. Je voudrais qu'on et parle... puis de prendre des décisions stratégiques pour l'ensemble de l'entreprise. Oui, et puis c'est ce que vous nous avez un peu détaillé depuis le début de cette interview. Je voudrais, vous l'avez évoqué, qu'on parle des nouvelles implantations. Le parc hôtelier en développement pour le groupe Accor, c'est prévu, 1220 hôtels et donc 214 000 chambres. Comment vous choisissez un nouveau site? Est-ce que, par exemple, vous privilégiez des sites à réhabiliter ou des hôtels à réhabiliter plutôt que des sites où il faut construire? Comment vous choisissez? Alors, c'est pas toujours possible de pouvoir réhabiliter, mais nous, notre objectif, il est vraiment de réhabiliter, de rénover. Et on est l'entreprise de l'hôtellerie on appelle ça des hôtels de conversion, c'est-à-dire des hôtels qui existent déjà ou des bâtiments qui existent déjà et qu'on transforme en hôtels plus modernes, plus contemporains, etc. 40% de notre parc hôtelier est fait d'hôtels de conversion. Notre objectif, il est d'augmenter ce chiffre de façon importante, parce qu'on sait que si le XXe siècle, ça a été le siècle de la construction, le XXIe siècle, ça doit être le siècle de la rénovation. Et en plus, on sait et on connaît l'impact sur les sols et l'impact absolument néfaste de la bétonisation. C'est pour ça que nous voulons encourager la conversion, la rénovation. Et quand c'est pas possible, partout possible. Oui, alors vous faites quoi alors, à ce moment-là, on travaille main dans la main avec les propriétaires d'hôtels pour construire des hôtels qui soient les plus durables possibles. D'abord, il y a beaucoup de propriétaires d'hôtels qui en ont conscience. Ils savent que quand on construit un bâtiment, on le construit pour 30, 40, 50 ans. Et donc, ils ne veulent pas qu'il soit, dès le début, une passoire thermique. Et donc, c'est là où on travaille main dans la main pour le penser, j'ai envie de dire, respectueux de l'environnement by design. Dès le départ. Ces hôtels, on va terminer là-dessus, il reste 40 secondes, ils sont, bon, c'est vrai pour les hôtels neufs ou ceux que vous rénovez, mais ils sont pensés dans le quartier, enfin comment je peux dire ça, pour être aussi un lieu de vie pour les riverains, c'est pas seulement un lieu de passage, c'est ça? Absolument, c'est notre objectif. On veut qu'un hôtel, il soit contributeur, il apporte quelque chose sur un territoire, de par l'alimentation qui est servie et qui peut venir autour, par les personnes qu'il emploie, par la vie du quartier aussi auquel il peut participer. Et donc notre objectif, il est effectivement de développer des hôtels qui sont de plus en plus insérés dans le tissu local et qui contribuent de plus en plus, effectivement. On l'a déjà fait, moi j'ai l'habitude de dire, il y a le premier lieu qui est la maison, il y a le second lieu qui est le lieu du travail et le tiers lieu, eh bien, ça peut être l'hôtel, un endroit où on va travailler quand on habite dans le quartier, un endroit où on va passer du temps avec des amis, un endroit où on peut partager aussi certaines des créations qu'on aurait pu faire. Bref, un lieu de vie impliqué sur le territoire. On termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Poisson, à bientôt sur Bismart. Ce Smart Impact continue, notre rubrique consacrée aux startups à impact positif. Believe aujourd'hui.